Bonjour Idriss Aberkan, merci beaucoup de nous donner du temps pour ce débriefing pour les lecteurs de François. Euh, on va évoquer un certain nombre de sujets aujourd'hui, votre vision de la pandémie, les problèmes actuels, la science et la crédibilité de la parole scientifique, les réseaux sociaux, ce qu'on peut percevoir sur les réseaux sociaux. On vous a beaucoup vu aussi pendant la première période de la pandémie sur les réseaux sociaux, un petit peu moins. Peut-être que vous en expliquerez. Après, vous nous parlerez d'un sujet qui vous tient à cœur, le Oui. sujet de la Confédération helvétique. Donc, peut-être que ce serait intéressant que pour les lecteurs, vous vous présentiez en quelques mots et qu'on rentre dans le vif du sujet. Bien, je suis essayiste, conférencier et consultant international. Donc, ça signifie que je conseille de grandes entreprises et des gouvernements sur différents sujets, en général le développement durable et l'éducation. Et j'ai donné donc plus de 600 conférences un peu partout dans le monde. Et tout dernièrement, effectivement, connaissant particulièrement bien la corruption académique, j'ai pris position le plus tôt possible dans l'affaire de la Covid-19 pour montrer tout un tas d'incohérences dans le discours public de certaines autorités de l'État. Et donc, ça vous a amené à prendre position au niveau de la pandémie et les problèmes. De votre point de vue, comment vous les décririez en fait, comment vous les classez, dans quelle catégorie Pour moi, il y a trois catégories de problèmes. La corruption et la corruption. C'est tout. Moi, ma grande spécialité, c'est la corruption. Donc, et en particulier, comme vous le savez, comme l'avait dit le baron Acton, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc, la corruption, elle naît dans les institutions qui détiennent du pouvoir. On ne corrompt pas des gens qui n'ont pas de pouvoir. Beaucoup de gens croient que, par un miracle, les gouvernements, les représentants d'exécutif ou du législatif ou du judiciaire ne peuvent pas être corrompus. Ils croient que c'est l'homme de la rue qui peut être corrompu. Et en fait, c'est bien tout le contraire. On ne corrompt que les gens, les organisations qui peuvent exercer un certain pouvoir. Eh bien, dans l'affaire de la Covid-19, le mot-clé, c'est la corruption. Il n'y en a pas d'autre. On peut parler de l'incompétence, parfois c'est vrai, mais l'incompétence fait beaucoup moins de mal que la corruption, parce que la corruption est exercée par des organismes qui ont du pouvoir. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est exercer le pouvoir aujourd'hui et affecte la vérité et ça tend vers la corruption, quoi. Voilà. Et ça influence. Oui, on le voit. Il y a tout un tas de façons de corrompre. Les gens pensent souvent aussi que la corruption, c'est juste on remet un billet, on remet un peu de cash en main propre à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. Ça, c'est le niveau zéro de la corruption. La vraie corruption, c'est le trafic d'influence. Ce sont les échanges de faveurs qui peuvent être lucratives ultérieurement, mais qui n'ont pas besoin d'échanges de cash. Ce que l'on appelle le renvoi d'ascenseur, le lobbying, etc. Ça, c'est de la corruption au sens moral, au sens philosophique du terme. Et ce sont ces comportements que nous aurions dû observer et étudier, décortiquer quand les décisions publiques étaient prises vis-à-vis de la pandémie de Covid-19. Nous aurions dû tout de suite analyser les conflits d'intérêts, analyser les situations dans lesquelles des personnes étaient jugées parties et essayer de détricoter en permanence l'intérêt public par rapport à l'intérêt privé. Pourtant, on va dire, les membres du gouvernement ou le conseil scientifique ou les médecins se défendent que ces liens d'intérêt puissent avoir une quelconque influence sur leur jugement. Donc, comment vous expliquez cet élément? Bien, vous avez vu que ce n'est pas réellement qu'ils s'en défendent. Olivier Véran, lorsqu'il était interviewé, donc une journaliste lui posait la question frontalement, il disait « Pouvez-vous dire, Olivier Véran, qu'il n'y a aucun lien d'intérêt entre votre équipe et, par exemple, les laboratoires Gilead ?» C'était très précis. Elle avait réduit la possibilité des liens d'intérêt à un seul laboratoire, alors qu'il peut y avoir des liens d'intérêt avec d'autres. Elle pose cette question au ministre. « Pouvez-vous dire, monsieur Véran, qu'il n'y a aucun lien d'intérêt entre votre équipe et les laboratoires Gilead ?» Il ne répond pas. Il esquive la question par 3 fois en produisant un très beau spectacle de langue de bois et en détournant le sujet. Elle le ramène sur le sujet. Elle lui dit « Pouvez-vous dire, monsieur le ministre, qu'il n'y a aucun lien d'intérêt entre votre équipe et les laboratoires Gilead ?» Le ministre ne répond pas. Donc on ne peut pas dire qu'il ait affirmé qu'il n'y a aucun lien d'intérêt. Il a changé de sujet à plusieurs reprises. Il a dit « Oui, nous avons à cœur les intérêts des Français, patati patata », mais en aucun cas, en droit pénal, il n'a réfuté frontalement cette accusation. Donc ça, pour vous, c'est un problème.
Juste si on passe sur le côté scientifique, puisque vous êtes quand même un scientifique de formation, on a parlé là de la corruption ou des conflits d'intérêts qu'il peut y avoir au niveau politique. On a vu la parole scientifique énormément affectée. La crédibilité de la parole scientifique est affectée puisque aujourd'hui on a deux clans, on va dire c'est binaire, on a les pros et les contre Raoult, les pros et les contre hydroxychloroquine, les pros remdesivir et les contre. Ça ne donne pas une bonne vision de la science. Pourquoi d'après vous? Bien, parce que on confond science et académisme. Ce n'est pas la même chose. La science n'a pas de parole. La science ne parle pas. Les gens qui parlent, ce sont des humains. Et les humains, ils ont un poste, ils ont un salaire, ils ont un laboratoire auquel ils appartiennent, qui est financé par telle ou telle personne. Ce sont des humains. Et comme disait Montaigne, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. La science, elle, est quelque chose qui est abstrait, qui dépasse l'homme. Pour la connaître, il faut procéder à une méthode rigoureuse, intègre. Mais ensuite, la science est effectivement parfois accaparés, parfois caricaturés par des humains qui ont toutes leurs faiblesses humaines des deux côtés. On a reproché au professeur Raoult d'avoir un sacré caractère. Dieu sait bien sûr que sans ce caractère, il n'aurait pas parvenu à se défendre comme il a pu le faire. Mais chaque humain a son humanité, a son ego, a ses travers, ses défauts, ses vices de langage, que sais-je. Donc la parole scientifique est une expression qui en réalité ne recouvre pas le réel tel qu'il est. Il n'y a qu'une parole académique. Ça, c'est ce qui prend la parole. Des universitaires, des chercheurs indépendants ou des chercheurs privés, puisqu'il y en a, des chercheurs qui travaillent pour des laboratoires, et ils ne disent pas que des bêtises. Hein. On a des chercheurs d'anciens laboratoires privés qui ont pris la parole et qui ont diffusé une parole à contre-courant. Donc, la parole scientifique, il faut que le public soit conscient du fait qu'elle n'existe pas. Il y a des chercheurs, des universitaires. Il est normal qu'ils ne soient pas d'accord. La science progresse comme cela. Regardez toutes les controverses scientifiques dans l'histoire. Je veux dire, Einstein, on lui avait refusé une chaire au Collège de France tout de même. Alors, certes, par antisémitisme certainement, hein, mais Einstein, il avait été proposé qu'il eût une chaire au Collège de France après son prix Nobel, et elle lui a été refusée. Bon, c'était Einstein, c'est le plus grand physicien du XXe siècle. Combien on dit qu'Einstein avait volé tous ses travaux à Poincaré? Combien on dit ça? Combien on dit, bien sûr, que les travaux d'Einstein étaient bidons? Et c'est pareil pour Cantor, et puis je ne parle même pas de Pasteur, dont il a été dit à plusieurs reprises que les travaux étaient complètement charlatanesques. Pasteur a été accusé de charlatanisme. Donc, c'est quelque chose qui est naturel. On doit arrêter d'idéaliser la parole scientifique. On doit comprendre qu'elle est, elle est corporalisée dans des guildes universitaires qui ont leurs propres intérêts et qui font des erreurs et qui parfois sont malhonnêtes. Parce que oui, il faut le dire, parfois, des professeurs qui ont une chaire, qui sont financés par le contribuable, qui à l'INSERM, qui au CNRS, sont malhonnêtes. Et il faut arrêter d'idéaliser la profession d'enseignant-chercheur ou la profession de chercheur en croyant qu'elle est abstraite de tout vice. Aucune corporation n'est abstraite de vice. Il y a des gens brillants et intègres dans la recherche, comme il y a, pardonnez-moi, des salopards. C'est comme ça. Et, il n'y a pas plus d'intégrité intrinsèque dans le monde universitaire qu'il y en a dans le monde de la finance, qu'il y en a dans le monde du journalisme ou de la politique. Mais tout à l'heure, vous avez parlé que donc, pour la science, il faut appliquer la méthode. On a beaucoup débattu sur les plateaux de télévision l'avantage de la règle d'or des essais cliniques randomisés. De l'autre côté, on défendait, on va dire, la médecine empirique, observationnelle, pratique. Et quelque part, il y a une contradiction. Si jamais en science, il faut utiliser que la méthode et l'observation n'a plus sa place au débat, d'après vous? Il n'y a qu'une seule méthode en science, essai, erreur, correction, reproduction. C'est tout. Le fondement central de la méthode scientifique, c'est on essaye, on fait une erreur, on corrige, on recommence. C'est tout. Ensuite, dans le monde académique, il y a eu des débats sur des sous-méthodes, sur d'autres façons de faire de la science. On a des domaines prétendus scientifiques qui ne le sont pas, même dans le monde universitaire. Et la médecine, bien entendu, existait bien avant les essais randomisés en double aveugle. Elle existera bien après. Il est démontré aujourd'hui que tout un tas de molécules qui sont prescrites de façon courante
en médecine n'ont jamais été testés en double aveugle, de près ou de loin. Et puis surtout, il fallait se méfier, et c'est ce sur quoi je suis intervenu immédiatement, il fallait se méfier d'une science à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on a immédiatement exigé pour le professeur Raoult des essais randomisés en double aveugle, mais d'une part, je connais tout un tas de scientifiques qui ont fait carrière sans essais randomisés en double aveugle. Je pourrais vous citer une liste interminable de noms de personnes qui ont acquis des chaires, qui ont acquis des postes de directeur de recherche et dont les travaux n'ont jamais été reproduits. Et reproduits, c'est ça qui est grave, mais encore moins randomisés en double aveugle. Ensuite, n'oublions pas qu'il y a des sectes aujourd'hui, des sectes, elles ont été décrites comme telles par différents blogueurs, les zététiciens notamment, et ils sont une secte dans le sens où ils prétendent posséder le monopole de la méthode scientifique, ce qu'ils ne possèdent pas. Personne n'a le monopole de la méthode scientifique. Ni chercheur, ni enseignant, ni personne, ni institution n'a le monopole de la méthode scientifique. La seule méthode scientifique, c'est donc, je le répète, essai, erreur, correction, reproduction. Eh bien, effectivement, ces gens-là ont pratiqué une science à deux vitesses dans le sens où ils demandaient des essais randomisés en double aveugle pour le protocole Raoult, mais ils n'en demandaient pas pour le remdesivir, ils n'en demandaient pas pour les prototypes de vaccins. J'insiste, ce sont des prototypes, ils n'ont jamais été testés et nous n'avons pas les données. C'est pour ça que je dis prototypes. On nous les présente comme des vaccins. Ce ne sont pas des vaccins, ce sont des prototypes de vaccins. Tant qu'ils n'ont pas été confirmés par des études indépendantes et sérieuses, ce sont des prototypes. Et le débat n'est pas être-vous pour ou contre les vaccins, le débat est êtes-vous pour vous injecter un prototype? Moi, par exemple, la réponse est non. Je ne m'injecte pas de prototype. Maintenant, il n'y a pas eu donc non plus d'analyse scientifique statistiquement rigoureuse du confinement. Il n'y a pas eu non plus d'analyse scientifique statistiquement rigoureuse du port du masque en fin d'épidémie, alors qu'il aurait pu être très utile en début d'épidémie. Et d'ailleurs, je l'avais soutenu à ce moment-là. Donc, c'est cette science à deux vitesses qu'il fallait contredire. C'est le fait que l'on exige d'un côté un niveau de preuve donné particulièrement contraignant, et de l'autre, le remdesivir était en roue libre, les prototypes de vaccins étaient en roue libre, le confinement était en roue libre, le port obligatoire du masque contre 135 € d'amende en cas de refus d'obtempérer était en roue libre sur le plan scientifique, et c'est bien sur cela qu'il fallait dénoncer. Merci Driss. Pour continuer un petit peu sur cette notion de différence de point de vue, ça s'est transféré, en fait, cette notion scientifique s'est transférée sur les réseaux sociaux et on a vu une forme de violence verbale très agressive, des agressions, des échanges entre, on va dire, les divers groupes, que ce soit les fake meds, les zététiciens et les autres. Vous les avez suivis, vous en pensez quoi Je pense que c'est honteux et que cela révèle le vrai visage de ces sectes. J'insiste, plusieurs blogueurs les ont appelées sectes. Ça révèle leur vrai visage, c'est-à-dire les menaces de mort. Il y a eu tout de même des menaces de mort. La fraude scientifique, puisque ces sectes avaient sauté immédiatement sur l'étude frauduleuse du Lancet et l'avaient répercutée et en avaient propagé la fausse information au mépris de la méthode qu'elles prétendaient défendre, puisque ces sectes prétendaient avoir le monopole de l'exigence scientifique et rationnelle. Or, un tout petit peu de rationalisme suffisait à démonter l'étude frauduleuse du Lancet, qui a, elle, été rétractée pour le coup, mais qui n'a pas, dont les conséquences politiques n'ont pas été rétractées, comme vous le savez, puisque ce sont les conséquences politiques de cette étude du Lancet qui ont amené Olivier Véran, par exemple, à faire en sorte que l'hydroxychloroquine fût interdite. Et ça, c'est évidemment particulièrement étrange. Pardonnez-moi. Donc, dans l'étude du Lancet, dont on sait qu'elle était frauduleuse, eh bien, certes, cette étude a été rétractée, mais les conséquences politiques de cette étude ne l'ont pas été, puisque ce sont les conséquences politiques de cette étude qui ont fait que l'hydroxychloroquine a été interdite par Olivier Véran, ou en tout cas qu'il a tout fait pour l'interdire et la décrédibiliser. Ceci n'a pas été rétracté. Donc, le visage de ces groupuscules sectaires a été démontré dans le sens où ils pratiquaient un rationalisme à deux vitesses. Quand les preuves, entre guillemets, allaient dans leur sens, elles n'étaient pas analysées. Elles étaient instantanément rationnelles, elles n'avaient pas besoin de zététique, justement. La zététique, c'est l'art de douter. Personne n'en a le monopole, encore une fois. Eh bien, l'art de douter ne s'appliquait pas aux preuves qui allaient dans leur sens. Par contre, l'art de douter s'appliquait de façon systématique et extrême à ce qui n'allait pas dans leur sens. Donc, c'est ça qui a été révélé par ces groupuscules, les menaces de mort, qui sont bien réelles et qui sont répréhensibles au regard de la loi, mais également aussi une méthode scientifique à deux vitesses. Et vous-même, personnellement, vous aviez été très actif, on vous a beaucoup vu dans la première partie de l'année, moi dans la deuxième partie. Vous avez voulu prendre un peu de recul vis-à-vis de ce débat, vous avez fait autre chose de votre vie?
En fait, je n'ai pas été si peu actif que ça dans la deuxième partie, puisque j'ai tout de même donné une allocution hautement risquée devant 3000 personnes devant les Nations Unies et l'OMS à Genève, dans laquelle je militais pour le retour aux libertés. C'était donc une allocution qui avait été commandée notamment par les entrepreneurs genevois, par les restaurateurs, etc., qui ont tout perdu, qui sont en état de faillite à cause des mesures restrictives des libertés publiques qui ont été prises suite à cette pandémie. Et puis, bien sûr, je venais en tant que personne qui avait défendu les masques en début d'épidémie, quand Sibeth Ndiaye nous disait que nous étions trop stupides pour pouvoir les mettre, eh bien, je venais dire qu'en fin d'épidémie, bien entendu, les masques ne servaient à rien et que je n'avais pas peur de le dire et qu'en tant que défenseur des masques en début d'épidémie, je n'avais pas peur de parler publiquement là-dessus. Donc, il est vrai tout de même que j'ai continué à prendre la plume. Je sors une vidéo sur le professeur Raoult à nouveau sur ma chaîne très bientôt. Précisément pour continuer à prendre la parole. Cependant, il est vrai que c'est un combat qui est particulièrement épuisant et que j'ai eu, nous le verrons à la fin de cette vidéo, à assumer un autre combat, encore plus épuisant sans doute, s'il en est, car c'est un combat hautement asymétrique, le combat de 174 femmes peuls qui accusent l'État suisse de corruption, de conflit d'intérêts, d'abus d'autorité et de faux dans les titres, dans une affaire particulièrement grave dans laquelle tous les coups sont permis. Je serais ravi de vous en parler davantage à la fin de cette vidéo. Eh bien, écoutez, parlez-nous-en en fait. Dites-nous un petit peu parce que je pense que ça fait partie d'un des sujets dont vous voulez qu'on évoque. Parler, eh bien oui. Bien oui, donc je suis haut représentant d'un mouvement de femmes peuls de la vallée du fleuve Sénégal qui s'appelle le mouvement du 22 septembre. Et ces femmes peuls ont tout perdu à cause de comportements hautement suspects de la Confédération helvétique. Et elles ont accusé très officiellement, dans une lettre déposée à la Confédération helvétique, elles ont toutes signé, elles ont accusé une administration et une procureure de corruption. Alors il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'un procureur est accusé de corruption en Suisse. Le procureur général de la Confédération helvétique, M. Laubert, a été accusé de corruption et a été démis de ses fonctions pour corruption, abus d'autorité et tout un tas d'autres chefs graves. Et il a donc été mis à pied et son immunité a été levée, ce qui est extraordinairement difficile, dans l'affaire de corruption de la FIFA. Donc ce n'est pas nouveau. Le ministère public du canton de Neuchâtel, en l'occurrence, que les femmes peuls accusent très officiellement, encore une fois, dans une lettre qu'elles ont remise au haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, à la présidence de la Confédération, ainsi qu'au ministère des Affaires étrangères de la Confédération, eh bien, a déjà été accusé par le passé d'avoir commis des mesures de contrainte illégales, notamment des perquisitions illégales chez un journaliste, qui ont été reconnues comme illégales par la suite. Donc, ce que dénoncent ces femmes peuls, c'est un ministère public en roue libre, dont d'ailleurs le chef a été accusé dans la presse à plusieurs reprises d'être un petit marquis, de se comporter, de vivre dans son monde. Ce sont les termes des articles de presse qui ont été rédigés à son sujet, qu'il vit dans son monde et qui n'ordonne pas d'uniformité dans l'application de la procédure pénale. Traduisé en bon français, il produit une justice à deux vitesses. Et donc, ces 174 femmes peuls ont déposé cette lettre et la presse suisse a essayé de faire censurer ça. Je peux en être témoin. La presse suisse a officiellement essayé de censurer cette affaire et a produit 14 mensonges pour essayer de décrédibiliser cette affaire. En tout cas, c'est ce que 5 témoins directs de cette affaire qui se sont exprimés sur le site officiel du mouvement de ces femmes peuls et qui ont signé une déclaration ont démontré. Donc c'est une affaire d'État grave dans laquelle les faibles, 174 femmes peuls, elles sont 174 mais elles sont faibles, elles n'ont pas d'argent, certaines ne savent pas lire et écrire, accusent un gouvernement de corruption et dans laquelle, pour faire bonne mesure, le procureur mis en cause, il y a une procureure qui est sa subalterne et il y a un procureur général qui s'appelle Pierre Aubert. Eh bien, Pierre Aubert, je peux le dire aujourd'hui, j'en ai vu les preuves, a officiellement insulté ces 174 femmes peuls. Il a écrit devant le greffier qu'elle n'existait pas, ou qu'elle n'était, je dois être parfaitement rigoureux, contrairement à lui, ou qu'elle n'était pas responsable de leurs actes. Ce qui est tout de même, c'est Tintin au Congo, là. On est à un niveau où, petite femme noire, tu ne sais pas ce que tu fais. Quand tu écris une déclaration, tu ne sais pas ce que tu fais, tu n'es pas responsable de tes actes. Et c'est ce que le procureur Pierre Aubert a écrit devant greffier. Est-ce que vous vous rendez compte du caractère profondément scandaleux de cette affaire? Donc, dans cette affaire, eh bien oui, je suis le représentant de ces femmes peuls. Elles demandent un peu plus d'1 milliard de francs CFA à l'État suisse, avec un constat d'huissier, bien entendu, assermenté, comme tout huissier, à l'appui.
Et un nombre plus grand d'entre elles, d'ailleurs, ont déposé plainte, à part ça, au tribunal de Saint-Louis. Le seul problème, donc Saint-Louis est au Sénégal, le seul problème pourrait être que le tribunal puisse se déclarer incompétent pour juger un État souverain. C'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que certaines d'entre elles ont pris la plume pour demander réparation officiellement et loyalement à la Confédération helvétique. Donc c'est un combat qui va durer, qui est grave, et je peux vraiment témoigner devant la presse aujourd'hui que le procureur mis en cause a très officiellement insulté ces femmes peules. D'accord. Donc, on comprend que il y avait la Covid, mais la vie a continué et c'est très intéressant de voir que justement la vie a continué et qu'on s'est adressé à d'autres problèmes, que malheureusement la censure court toujours. Juste une question sur ça. Comment Idriss Aberkane devient, on va dire, le président de ça? C'est comment cette rencontre? Vous vous êtes pris d'amour pour la cause, vous étiez au courant, elles vous ont abordé pour vous en parler? Oui, j'étais en réalité leur banquier, c'est-à-dire que j'ai créé plusieurs opérateurs de banque à taux zéro, ce qu'on appelle du venture capital, en fait, pour jargoniser un petit peu. Et ces banques-là finançaient leurs travaux de sédentarisation. Car en fait, si ces femmes dépendent du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'est parce elles appartiennent à des tribus nomades qui sont menacées par le changement climatique, mais qui sont aussi menacées, on ne va pas se le cacher, par le terrorisme. Et donc, nous avons travaillé avec acharnement depuis 10 ans à leur sédentarisation, et en particulier au fait qu'elles puissent obtenir une source de revenus. Donc le Sahel est une zone sèche, et en fait, ça fait 10 ans que nous plantons des arbres dans la zone, nous finançons la plantation de ces arbres dans la zone, notamment avec le concours de ma fondation, qui est sise à Neuchâtel, qui s'appelle Bioniria, et qui donc produit des services financiers pour ces femmes, pour qu'elles puissent irriguer leur oasis. Donc l'enjeu, c'était que l'oasis puisse tourner tout seul. Et ça faisait à peu près 10 ans, ça faisait précisément 10 ans, mais il fallait quelques années de plus pour que l'oasis n'ait plus besoin de dépenses régulières d'irrigation. Autrement, tous les arbres mourraient sur pied. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. À plusieurs reprises, à cause de faux dans les titres, à cause d'abus d'autorité, à cause de corruption présumée, eh bien, les vivres de cette oasis ont été coupés subitement. Et alors, c'est une affaire absolument rocambolesque. Il y a eu clairement des fausses déclarations, des faux dans les titres. Toutes les preuves sont tenues à la disposition de la presse si nécessaire. Donc, si à un moment donné, d'ailleurs, vous voulez faire un rapport sur cette affaire particulièrement accablante, eh bien, nous tenons les preuves à votre disposition. Eh bien, il y avait péril en la demeure, tout simplement. Et ces femmes ont vu leur richesse disparaître. Parce qu'en fait, tous les 3 mois, concrètement, vous avez à peu près 15% des arbres plantés qui mouraient. Et ces arbres étaient leur seule source de revenus. Donc, elles ont tout perdu, 10 ans de leur travail, parce que ces arbres ne se sont pas plantés tout seuls, ce n'est pas nous qui les avons plantés, ce sont elles. Donc, nous, on finançait l'irrigation uniquement, on finançait l'alphabétisation, on finançait leur formation sur ces méthodes d'agroforesterie, et elles ont mis leurs efforts, leurs travaux concrètement, parce qu'elles travaillaient à peu près 10 heures par jour à la réalisation de cette oasis. Eh bien, leurs efforts ont été brûlés concrètement. Brûlés par l'aridité, brûlés par le fait que l'eau soit coupée. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très lourd de conséquences, puisque certaines sont déjà en train de retourner au nomadisme. Et puis vous imaginez bien qu'elles ne portent plus vraiment la Confédération helvétique dans leur cœur. Ajoutez à ça qu'un procureur les a insultées très officiellement par voie de greffier, je ne peux pas vous dire quelles seront les conséquences dans la zone. Parce que là, on parle, moi je ne représente que les femmes. Mais évidemment, elles ont des frères, elles ont des maris, elles ont des enfants. Certains de leurs maris, certains de leurs frères sont peut-être un peu moins pacifiques qu'elles, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, quand la Confédération helvétique, quand un procureur, qui d'ailleurs n'a en particulier aucune prérogative en matière de politique étrangère, il faut savoir qu'en Suisse, la séparation des pouvoirs est un truc sérieux, et elle est garantie par la Constitution, et ce procureur qui, je cite la presse à son endroit, vit dans son monde, c'est ce que la presse a écrit sur lui en 2018, eh bien ce procureur qui vit dans son monde et qui apparemment s'est bombardé procureur ambassadeur, en les insultant, je ne peux absolument pas vous dire quelles seront les conséquences sur le long terme dans la zone. Parce que je ne peux pas vous dire que les maris de ces femmes ou leurs frères vont pas réagir d'une façon un peu moins polie et un peu moins, en tout cas, policée à ces insultes. Oui, déjà, ça manque de civilité, c'est sûr. Et puis, venant de quelqu'un qui est détenteur de l'autorité, ça accentue, on va dire, tous ces éléments. Bon, en tout cas, donc ça explique un petit peu que vous êtes
passer à une cause qui est sûrement aussi importante que la cause de la Covid. Mais je continue à m'exprimer sur la cause de la Covid. Je continue. Oui, bien Je sûr. sors une autre vidéo en soutien à Raoult, bien entendu. Ah, mais vous pouvez juste pour finir, vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui vous a fait faire cette vidéo et nous en dévoiler J'étais quelques scandalisé. tenants. Oui, bien sûr. Ce qui m'a fait faire cette vidéo, c'était que j'étais proprement indigné du traitement du professeur Raoult, qui a été le premier à soigner et surtout le premier à tester. Tout de même, hein, le test s'il n'avait pas la Légion d'honneur, il la mériterait une deuxième fois. Tester, c'était un service à rendre à la population française, et lui, il l'a fait. Et comme vous le savez, il a été attaqué pour ça. On lui a dit, ah oui, mais les données qu'il produit ne sont pas bonnes parce qu'il a trop testé. Hein. Rendez-vous compte, il a trop testé, donc les données qu'il produit ne sont pas bonnes. C'est ce qu'a dit Karine Lacombe, c'est ce qu'a dit Lescure. Tous ces gens-là l'ont attaqué sur le fait qu'il avait fait ce qu'eux n'avaient pas fait. Mais le plus grave, c'est qu'il est accusé de charlatanisme. Rendez-vous compte de l'époque dans laquelle on vit. Il est accusé de charlatanisme, c'est donc à dire d'avoir fait la promotion d'un traitement fantaisiste. Et les gens qui ont prescrit le remdesivir n'ont pas été accusés de charlatanisme. Les gens qui ont prescrit des doses absolument innommables d'hydroxychloroquine pour le coup, mais qui en ont prescrit dans les essais Recovery, dans les essais Discovery, qui en ont prescrit de trop fortes doses. Vous savez que dans une étude de l'université d'Oxford, on a atteint les 1400 mg d'hydroxychloroquine sur certains patients. C'est un crime. C'est un crime. 2400, non de le dire. C'est 2400. Alors peut-être moi, les chiffres dont je me souviens, alors c'est 2400, vous avez les chiffres plus en tête que moi certainement. Moi je me souvenais que c'était du 1400 mg. Bon, quoi qu'il en soit, la dose de charge de l'hydroxychloroquine, c'est entre 600 et 800 mg. Certainement pas 1400, encore moins 2400 ou 2600. C'était des doses potentiellement mortelles qui nuisaient frontalement à l'intérêt des patients et qui leur ont été administrées sans leur consentement. J'aimerais bien que ces personnes-là soient victimes d'un procès en charlatanisme. Donc, je vous ai dit, dans cette affaire, on a eu une science à deux vitesses, ou en tout cas un monde académique à deux vitesses, pour être rigoureux. C'est-à-dire des gens qui demandaient des preuves à certains, qui demandaient plus de preuves dans certains cas et qui n'en demandaient aucune dans certains autres, parce qu'ils n'allaient pas dans leur sens. Et là, nous voyons aussi une justice à deux vitesses, c'est-à-dire que le professeur Perron inculpé, le professeur Raoult inculpé, eh bien oui, j'aimerais bien que toutes les personnes qui ont fait la promotion accusé, du on va dire. remdesivir… Plutôt accusé qu'inculpé. Je crois qu'il y a… mais alors, je ne sais pas, là c'est vous le journaliste, y a-t-il eu ou non mise en examen? À ma connaissance, il n'y a pas de mise en examen. Parce que, en tout cas, je sais que le professeur Raoult s'est entouré d'un excellent avocat et qu'il y a des plaintes déposées de part et d'autre. D'ailleurs, le professeur Raoult a bien entendu eu raison de déposer plainte pour diffamation contre Martin Hirsch. Mais bon, je ne connais pas le dossier suffisamment pour savoir s'il est inculpé ou pas. Mais en tout cas, vous savez que pour les médias, c'est pareil. Pour les réseaux sociaux, c'est pareil. Il est déjà jugé coupable par toutes les sectes qu'il attaque depuis toujours. Et donc, il est déjà quasiment considéré comme coupable de charlatanisme dans les réseaux, hein, dont la rigueur, évidemment, n'est plus à démontrer. Donc, j'aimerais bien, en tout cas, que ceux qui ont fait la promotion du remdesivir, dont on a la preuve qu'il est toxique, dont on a la preuve qu'il ne marche pas, eh bien, soient accusés aussi de charlatanisme. Et donc, c'est ça le tenant de cette vidéo. Dire, mais comment est-il possible d'accuser Didier Raoult de charlatanisme alors que tout un tas de médecins ont démontré qu'il prescrivait aussi l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et parfois le zinc en supplément. Et ces médecins sont répartis dans le monde entier, ils ne sont pas seulement africains, comme certains ont essayé de le faire croire. Il y a des médecins qui l'ont soutenu, notamment le docteur Farid aux États-Unis d'Amérique, rien de moins. Donc, j'aimerais juste, et c'est le sujet de cette vidéo, que la justice soit faite, qu'elle soit aveugle, impartiale, et qu'elle soit la même pour tous, et que les accusations qui sont graves portées contre le professeur Raoult, eh bien, soient également portées contre tous ceux qui ont fait la promotion d'un médicament cher, dangereux, qui n'est même pas un médicament puisqu'il ne soigne pas, qui était néphrotoxique et qui aurait pu, pour le coup, tuer des milliers de personnes. Enfin, pour conclure, n'oublions pas que sur le site HCQ Meta, eh bien, il est démontré que l'hydroxychloroquine fonctionne, avec le plus haut niveau de preuve qui existe en sciences médicales, à savoir la méta-analyse. La méta-analyse est reconnue par tous les universitaires comme le plus haut niveau de preuve médicale. Et tout un tas de médicaments qui sont prescrits aujourd'hui dans des maladies plus ou moins graves n'ont pas bénéficié d'une méta-analyse aussi fiable que celle dont l'hydroxychloroquine a bénéficié. Il est démontré sur ce site, par une méta-analyse qui porte sur plus de 150 articles, que la probabilité que l'hydroxychloroquine ne marche pas est inférieure à 1 sur 1000 milliards.
il y a plein de médicaments qui sont prescrits qui n'ont pas du tout cette probabilité médicale. Pour revenir juste sur cet élément-là, il y a quand même une méta-analyse qui a été faite par de jeunes étudiants ou jeunes diplômés, on va dire, en épidémiologie, en médecine, qui a montré ou aurait montré que l'hydroxychloroquine ne fonctionnait pas avec ou sans l'azithromycine. Cette étude, elle a été, on va dire, bien présente sur les plateaux télévision. Elle a fait l'objet de plusieurs courriers de letter of concern, on va dire, de lettres à l'éditeur. Donc, on a donné la parole à cette étude, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on n'a pas donné la parole à cette autre méta-analyse. Et donc, le débat scientifique n'a pas eu lieu, on va dire. Absolument. Absolument, vous résumez très bien dans cette phrase, le débat scientifique n'a pas eu lieu. Pourquoi il n'a pas eu lieu? Parce que bien évidemment, c'est l'étude qui est publiée sur HCQ Meta qui aurait gagné dans ce débat. Elle est beaucoup plus rigoureuse, elle est beaucoup plus totale, c'est-à-dire que son assiette est plus grande, elle analyse beaucoup plus d'articles. La méta-analyse qui a été publiée par ces étudiants est infiniment moins rigoureuse qu'elle, c'est un fait, plus orienté, et effectivement, elle a reçu tout un tas de lettres par des lecteurs professionnels et concernés, mettant en cause sa rigueur. D'ailleurs, je crois que c'est vous-même sur François qui l'avez démonté. En tout cas, il a été publié sur François le démontage d'une méta-analyse. Je ne sais pas si c'est celle-là. C'est celle-là, oui, effectivement. Si c'est une autre, je ne l'ai plus en tête. On a publié c'est bien 3 celle-là. articles. Donc, vous avez vous-même, j'ai lu en tout cas cette. Ben voilà. Bon, donc, elle était entièrement démontable. Elle n'était pas sérieuse. Alors, c'est quand même bien que des étudiants essaient de faire le travail. C'est bien, ils apprennent comme ça. Donc, c'est pas, je ne vais pas leur jeter la pierre. Par contre, comme pour le Lancet, on voit la même procédure, c'est-à-dire une zététique à 2 vitesses, une méthode qui consiste à douter à 2 vitesses. On ne doute pas des preuves qui vont dans notre sens, mais on doute totalement des preuves qui nous contredisent. Et donc, comme dans le Lancet, eh bien, tous les groupuscules sectaires s'étaient jetés sur cette étude alors qu'elle était fausse. On ne va pas y aller par 4 chemins, elle était frauduleuse, les données étaient inventées. Elle n'aurait jamais dû être publiée de près ou de loin. Et là, ils se sont jetés dessus pour dire que c'était un miracle, cette étude, et qu'elle était fantastique. Quand elle a été réfutée, on ne les a pas vus beaucoup s'excuser. Et puis maintenant, de la même façon, dès qu'une étude attaque l'hydroxychloroquine, elle devient la représentation du Messie revenu sur Terre. Et puis quand on a des études très sérieuses, très rigoureuses qui disent l'hydroxychloroquine marche, là, ils font la sourde oreille. Donc, je vais le dire de façon frontale aujourd'hui dans votre émission. Oui, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine fonctionnent. La probabilité qu'elle ne fonctionne pas est de 1 sur 1000 milliards. C'est démontré scientifiquement par méta-analyse à l'appui donc. Et j'insiste, beaucoup de médicaments qui sont d'usage courant aujourd'hui et qui sont prescrits n'ont pas ce niveau de preuve pour les soutenir. Merci beaucoup, Idriss Aberkane. Juste pour aller dans votre sens, on a de regarder à l'étranger. Donc, j'ai aussi interviewé le professeur McCullough aux États-Unis qui a fait un témoignage au Sénat avec Harvey Risch et le sénateur Johnson dans le cadre d'un débriefing précédent. Et j'ai eu la chance aussi d'interviewer le docteur Volkov, qui est un Brésilien, qui a un groupe de 4000 médecins qui ont soigné plus de 200 000 patients avec ces traitements et qui conclut à la même chose et qui, de manière très humble, nous ont donné et nous ont livré leur méthode. Ce n'est pas de la sous-médecine qu'on a pratiquée là-bas, c'est de la médecine de soins, c'est de la médecine de pointe. Et ils étaient très surpris qu'en France, quand je leur ai dit, mais en France, il y a une interdiction de prescrire, c'était pour eux, on va dire, la goutte de trop. Voilà. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de regarder, je vous invite à le faire parce que c'est très intéressant. Ils reviennent sur les tests, les cycles qui sont utilisés d'amplification sur les tests et leur méthode. Et d'une manière très humble, ça montre qu'il y a des médecins qui essayent de faire les choses bien et qui essayent d'amener cette science. En tout cas, je vous remercie de nous avoir parlé de votre combat pour ces femmes, Paul, qui prend, j'imagine, beaucoup de votre temps et de nous avoir donné votre vision affirmative et catégorique au niveau de la science. Je pense que c'est un éclairage venant de vous et je tiens à vous remercier de la part des lecteurs de François pour votre temps aujourd'hui. Merci à vous pour votre excellent travail journalistique. Merci Idriss, bonne journée. Merci à vous.